Chaque troisième vendredi du mois, nous avons rendez-vous dans Smart Bourse avec les trois sorciers. C'est une échéance trimestrielle qui vient clôturer ou quasiment clôturer cette année 2025. Philippe Béchade est avec nous, président des Éconoclastes et rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Jean-Louis Cussac nous accompagne, Perceval Finance Conseil. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir tout le monde. Et Romain Dobré avec nous également, consultant pour Bourse Direct et cofondateur de l'Atelier des Options. Bonsoir Romain. Bonsoir Grégoire. Que dire de cette échéance trimestrielle qui vient conclure, je le disais, cette année 2025 ? On a vu ces dernières semaines le CAC notamment remonter dans le haut de son range de fluctuation. Oui, je reprenais le niveau exact de compensation. 8150... C'était 8100... 8154,10. Et ben voilà. Bravo. Belle moyenne, bien calculée. Une hausse de 169 points par rapport à l'échéance précédente, 2,11%. C'est plutôt pas mal. On termine sur des points hauts, en tout cas proches, puisque le plafond de verre sur l'indice CAC 40, c'est 8259 points, un niveau contre lequel on a buté en 2024. En mars 2025 aussi, et contre lequel on s'accroche pour l'instant. Donc, est-ce qu'on va réussir à aller plus haut ? Peut-être à court terme, il faudra avoir ça. Une échéance qui se construit avec pas beaucoup d'intérêt sur l'indice CAC 40. Ça, c'est un élément quand même à regarder. Même si on voit sur l'Eurostoxx un soubresaut d'intérêt à très court terme, mais ce qui est intéressant de noter, c'est que sur les indices américains, on a toujours un niveau de position ouverte sur les futurs qui est dans la moyenne des années précédentes. Ouais. Sur l'Eurostoxx, c'est quand même en baisse. Je regardais. Voir, vous êtes venu avec le. Alors, c'est le volume des positions ouvertes depuis quoi, 3 ans, c'est ça ? 2022, oui, tout à fait. Voilà. Donc on a le graphique. Le début commence août 2022. Ouais. Et donc on avait à l'époque 4 400 000 contrats futurs ouverts avant l'échéance, avec des pics au-delà de 5 millions au moment des échéances, puisque par définition la position ouverte augmente comme les échéances cohabitent. Mais puis on voit qu'après l'échéance, il y a toujours un trou, ce qui est normal. Les positions du mois en cours non conduites font ce trou de ce pic. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une divergence, puisque 4 400 000 contrats ouverts en décembre 2022, 3 200 000 ouverts il y a un an de ça, en décembre 2024, et 2 800 000 contrats ouverts hier soir sur l'indice Eurostoxx. On perd 1 million de contrats par an, quoi. Enfin, voilà. À la louche, quoi. Et l'Eurostoxx est passé de 4 300 à environ 5 700 points à l'instant. Donc, on a une divergence de ce côté-là. C'est un peu gênant dans la construction globale du marché. C'est à surveiller. À court terme, on le voit, il y a un petit pic de position ouverte qui est peut-être précurseur d'un mouvement un peu plus haussier sur les indices européens, puisqu'on voit du mieux une accumulation en partie haute des marchés européens qui sont plus solides que les indices américains, pour l'instant en tout cas les indices tech américains. Reste qu'on a des petits plafonds de verre. Alors ce qui était intéressant, on avait évoqué depuis le mois de mai ensemble une grosse résistance à 5800 points sur l'indice Eurostoxx 50. Eurostoxx 50, d'accord. Et contre lequel on a buté systématiquement. Depuis ce moment-là, reste que là, l'intérêt s'est ouvert un petit peu contre des niveaux un peu supérieurs. On envisage maintenant, en tout cas les opérateurs, quand on lit la position sur les marchés d'options, les opérateurs envisagent maintenant qu'on puisse déborder ce niveau-là, puisqu'il y a de l'intérêt qui se crée aux alentours de 6 000. Donc peut-être un peu de mieux, si on arrive à déborder 5 723, la grosse résistance en hebdomadaire, on peut envisager des extensions en direction de 5 932. Donc un petit mouvement haussier complémentaire et un marché européen qui est plus solide. On voit que le DAX accroche ce niveau de 24 470 points aussi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il y a eu quelque chose qui a quand même été cassé dans la dynamique haussière sur la tech américaine. On l'avait évoqué le mois dernier en se disant que... À partir de novembre, c'est ça ? Ouais, à partir de novembre, on a vu que c'était passé quelque chose, un mouvement de baisse qui pouvait être un début de distribution, et on disait qu'il fallait monitorer le rebond. Il y a du bon et du moins bon dans ce rebond. Il n'y a pas une position ouverte à un intérêt très fort, même si on reste dans la moyenne habituelle. Il n'y a pas des volumes extraordinaires non plus dans le rebond, même si on a eu quelques belles séances quand même. Et en revanche, on fait du discernement, de la discrimination parmi les valeurs tech américaines. On voit que Google se porte bien, qu'on arbitre des oracles. Donc, il y a de la discrimination. Et au moment où on se posait beaucoup de questions quant à l'éventualité d'une bulle sur la tech américaine, et notamment autour de l'IA, c'est plutôt pas mal de voir ce mouvement de redistribution. De redistribution à l'intérieur du secteur lui-même. Donc ça, c'est plutôt pas mal, mais ça nous laisse un peu dans le doute quant au fait qu'on ne soit pas globalement dans une période de distribution. On a des signaux qui sont un petit peu lourds sur les indices américains. Si on veut regarder le S&P en mensuel, on a cette bougie du mois de novembre qui est quand même très moche, qui s'appelle un pendu. Ça dit bien ce que ça veut dire. Donc la dernière bougie, un graphique mensuel que vous avez sous les yeux, c'est la bougie rouge la plus haute. Et on voit que ça se traduit par un petit mouvement pour l'instant, le mois n'est pas terminé, mais de baisse derrière. Il ne faudrait pas que ça forme ce qu'on appelle un sommet en tour, c'est-à-dire qu'on accélère bien à la hausse, on forme un sommet à plat, et ensuite un mouvement de baisse. C'est à surveiller. Maintenant, le risque me paraît vraiment asymétrique sur les indices américains.
On peut encore progresser en regardant des extensions, mais de la même façon, quand on lit l'état des positions ouvertes sur les options sur le S&P, on envisage de l'intérêt, j'ai été regarder jusqu'en mars, alors ça peut se construire, hein, mais pour l'instant en tout cas, sur l'échéance du mois de janvier et jusqu'au mois de mars, pas d'intérêt au-delà de 7100 points. Donc on peut envisager des extensions, mais on n'a pas l'air d'être très enthousiaste pour aller payer encore des indices américains. Je regardais des écarts de marché depuis le point bas du Nasdaq 100 au mois de mars 2020. Ouais. On valait 6771 points et on a fait un plus haut à 26 177 points, je crois, sur le Nasdaq 100. Donc on a progressé de 185% à peu près en 5 ans. On sait que la moyenne de progression de l'indice S&P, c'est 9% par an en n'excluant pas l'inflation. Donc, on est un peu loin des écarts de la moyenne. Donc, de façon générale, même beaucoup, ça ne veut rien dire en bourse, mais on a, à mon avis, un risque qui devient asymétrique sur les indices américains, même si à court terme, on n'a pas d'éléments de retournement. Encore une fois, on se montre solide. On a testé des niveaux d'alerte, 6 733 sur le S&P, 25 000, on réintègre 25 168 sur le Nasdaq 100. Donc, il y a encore manifestement de quoi constituer un petit rallye, mais prudence et globalement, pour l'instant, pas de signe de retournement, mais le risque devient asymétrique. On peut avoir 5 à 10% de hausse contre un risque de baisse de 20 à 30% au moins, à mon sens, sur les indices américains. Sur les indices européens, c'est peut-être un peu mieux. C'est peut-être là où il faut regarder pour l'instant. Dernier élément, les ratios put-call sont plutôt équilibrés. On est autour de 1 en moyenne globale, donc on n'a pas d'excès de ce côté-là. Donc pas de risque majeur instantanément, en tout cas. Jean-Louis, votre lecture du marché, du CAC notamment, c'est vrai que c'est un peu moins puissant, c'est un peu moins dynamique, le directionnel est un peu moins fort, donc c'est un marché où on peut jouer des petits écarts, j'imagine. C'est un marché qui est beaucoup plus régulier, on va dire, ces derniers temps. Là, ce qui fait peur un peu aux États-Unis, c'est ce qui est perturbant, on va dire, ce sont des écarts de 0,8-0,9%, quelques dizaines de minutes dans la journée. Alors on se dit, tiens... il se passe un truc ? Oui, il se passe un truc, mais il se passe rien, en fait. C'est fou, parce que même parfois, il n'y a même pas de déclaration. Bon, il y en a parfois, mais parfois, il n'y a rien. Alors bon, c'est assez bizarre. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est... quand on observe la situation en prenant un peu de recul, on voit que les marchés ont du mal maintenant à trouver des raisons d'avancer. Comme Romain l'a dit. Ça fait déjà peut-être 1, 2, 3 mois qu'on dit ça. Hein, qu'est-ce qui nous amènerait beaucoup plus haut que les sommets qu'on a déjà, marqués, puis, le fait qu'il y ait quand même des intérêts qui se renforcent sur des valeurs qui confirment un avenir, somme toute, manifestement meilleur que celui qui vient de passer, alors qui était déjà extraordinaire. Bon, enfin, et donc Aura qui est vendu au profit de peut-être d'autres valeurs comme Broadcom ou Nvidia, mais qui ont eu aussi des baffes quand même, qui ont pris des claques. Broadcom, ça a rendu un peu, oui. Oui, enfin, tellement monté. Ah bah bien sûr. Bon. Et en Europe, écoutez, de toute façon, partout, on a le sentiment que les gérants, globalement les investisseurs, prient pour qu'on termine l'année en roue libre. Ça me paraît évident. Et je ne vois pas, si vous voulez, d'éléments, que ce soit aux États-Unis ou en France ou en Europe, on va dire, sur lesquels on peut baser des convictions. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait nous faire qu'on ait envie d'acheter ? Rien. Une nouvelle qui viendrait redéclencher de l'enthousiasme. Le catalyseur que tout le monde attend, c'est la paix en Ukraine. Voilà, c'est évident. Donc, ça arrivera. Voilà, c'est sûr que ça arrivera. Donc, on pourrait penser que pour l'Europe, il y a un vrai catalyseur qui est vraiment... indiscutable. Mais comme vous dites, c'est un vrai catalyseur. Le marché européen est encore comprimé par l'intensité du conflit, la persistance du conflit, etc. Par le coût du conflit. Non, mais je sais bien. Ce coût qui est quand même porté en grande partie par l'Europe. Donc, les dettes qui augmentent partout. Enfin voilà, ça génère de l'inquiétude. Alors après, ça ne veut pas dire que tout va aller mieux de lendemain. Hein. Mais en tout cas, je pense que ça sera le catalyseur d'une prochaine envolée. Un prochain top. Oui, peut-être vers 8005, 8006, j'en sais rien. Après, on verra comment les marchés vont voir les choses, quelles seront les nouvelles, qui va décrocher les contrats pour l'Ukraine. Là, je pense que les États-Unis sont encore une fois à l'arrivée les premiers. Bon, voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas, encore une fois, d'éléments tangibles sur lesquels on pourrait se dire « allez, j'y vais ». Donc je crois qu'il va falloir attendre la deuxième ou troisième semaine de janvier
Ah, Donc, pourquoi pour qu'on puisse commencer à avoir envie de prendre d'accord. des initiatives. Ouais, je comprends. Là, il va y avoir les fêtes. Ah bah oui. Donc, c'est pas une période Non. où il va se passer grand-chose, à toute chose égale par ailleurs. À moins Oui. Et puis, voilà, début janvier, ça va être calme. On va commencer à réfléchir, attendre les prochaines publications. On redémarre, j'ai vu début Voilà. janvier avec l'emploi américain. Voilà, tout de suite, on va se remettre un peu dans le bain. Peut-être que les statistiques assez seront vite. plus précises qu'elles sont Forcément, aujourd'hui. oui. Donc, on aura des... Ah ouais. C'est toujours pareil. De toute façon, ce qui est passé est oublié. Regardez, à chaque fois qu'on a revu dans un sens défavorable des chiffres, c'était oublié. Mhm. C'était oublié. Donc, on parlera plus. C'est valable après. quand on a revu à la hausse aussi des chiffres de croissance sur Oui. l'Europe, par Oui, exemple. on hein. oublie, on oublie. On a revu à chaque fois, toutes les dernières années, en hausse pour Ça beaucoup prouve de pays bien européens. qu'on a quand même des intérêts très spéculatifs sur les marchés, souvent, sur en tout cas des mouvements sur les dérivés. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a tellement piétiné la zone que ceux qui voulaient acheter ont acheté, ceux qui voulaient vendre ont vendu, ceux qui étaient pris à contre-pied, ils se sont fait avoir, ils sont sortis, et puis ils n'ont plus matière à prendre position, même eux. Il n'y a pas de nouvelles convictions Voilà. dans le marché. On est toujours sur le même niveau. Donc celui qui a envie de se dire j'ai envie de shorter, il va attendre. Il dit ça sert à rien de shorter de toute façon, ou alors il attend le haut de la zone. Mais comme c'est plutôt haussier sur le fond, il n'ose pas trop vendre. Donc il y a même pas un marché qui pourrait être pris à contre-pied. Tout à l'heure, on en discutait justement sur l'Eurostoxx. Quelqu'un me disait mais comment tu crois que les débouclements vont se faire ? Je dis mais il n'y a même pas de débouclement significatif. On a vu les volumes étaient... Oh, puis c'était très faible, les débouclements. Puis de toute façon, maintenant, ils tournent avant. Toutes les positions sont tournées, en effet. Fin novembre, début décembre, ça tourne déjà. C'est plus du tout sur l'impact des... Chacun est là où il a envie d'être et tout va bien. Quoi. Voilà. Et vraiment, c'est pénible à un moment donné parce que il faut répéter à chaque fois les mêmes opérations. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on achète sur des points bas, des petits retracements, on finit par gagner. Alors, pas dans la minute qui suit, mais on a quand même des beaux écarts de 1, 2, 3, 2%. Ça va assez vite. Bon, c'est vrai qu'on a eu, sincèrement, au niveau trading, un mois de décembre plutôt facile, simple, pénible, mais le résultat est positif et il est facile. Il était facile. Il y a Encore qu'il fallait appuyer sur le bouton. Il y a des algos qui peuvent faire les tâches à votre place. Ah ouais, non, mais moi, je suis à la Trop à l'ancienne. Ah ouais, Trop à l'ancienne. Qu'est-ce que vous retenez de cette année Goldilocks, Philippe ? Elle se termine en tout cas de façon absolument... Ni les tarifs, ni Trump, ni l'inflation, rien. Non, les taux qui reviennent au plus haut des 5 dernières années. Il y a un graphique qui est saisissant. En fait, c'est le même. Vous prenez le 10 ans, l'OAT, sur 2 ans. Vous prenez le Bund, vous prenez le 10 ans américain, vous prenez le 30 ans américain. C'est le même triangle. Et on est... Ah bah zut alors, depuis ce matin, on est sorti au-delà des résistances. Au Japon, c'est un crack rampant. Voilà, ce matin, ça continue. Mais le problème, là, c'est que ça devient problématique pour l'OAT et pour le Bund. Donc le message, c'est que les banques centrales ont perdu le contrôle de la partie longue de la courbe de taux. Et que la Fed se refinance de plus en plus sur une duration courte. Autrement dit, les roulements reviennent de plus en plus rapidement, sont de plus en plus massifs. L'année dernière, je regardais, il y avait 9 000 milliards à refinancer sur 2025, et on avait 7 000 à refinancer sur 2026. Ce qui est à refinancer sur 2026, ça vient d'augmenter fortement parce que avec le raccourcissement de la duration, il va falloir que la Fed enlève. Et là, peut-être qu'ils peuvent encore, je ne sais pas, nous faire une baisse de taux en janvier. Là, j'ai vu que l'outil FedWatch annonce peut-être 60%. On était à 35% avant les faux chiffres de l'inflation de la veille. Et là, maintenant, on est à 60%. Il y en a qui y croient encore. Mais tout le monde pense que 2026, c'est une année de baisse des taux. La BCE n'a rien dit hier. Rien. Magnifique. Bon, elle n'a pas non plus fermé. Non, j'en sais rien. Le pricing de marché est quand même moins délirant, alors qu'il est fluctué après les chiffres d'inflation hier, et dont les statisticiens américains eux-mêmes disent qu'ils sont pas une base très fiable pour guider la politique monétaire. Donc tout le monde est au courant. J'ai pas l'impression. Le marché ne price plus rien du côté de la BCE. Le marché n'anticipe pas une poursuite. Non, mais elle l'a dit. Voilà, elle a dit hier, la BCE. Mais personne n'anticipe des baisses de taux délirantes comme on pouvait l'anticiper en début d'année. Christine Lagarde a dit
d'abord la stabilité des taux votée Oui. à l'unanimité, même pas une voix dissidente, et on n'a même pas discuté entre nous autour de la machine à café de si on monterait ou on baisserait les taux ultérieurement. La seule chose, c'est que ça ferme pas complètement la porte à une future baisse de taux. Mais ce sera peut-être la dernière, ou peut-être qu'elle n'interviendra pas. Mais quand on regarde dans le subconscient des gérants, 2026, c'est une année placée quand même sous le signe de la baisse des taux parce que Trump le veut. C'est ça quand même. Ouais, je sais pas. le Enfin, message. que des gérants Ah ouais. le pensent, je le nie pas, Oui, oui. mais j'ai pas Mais l'impression que ce s'il soit le pensait pas, s'il le pensait pas, avec ce triangle qu'on voit sur les taux longs, aujourd'hui, voilà, ça c'est le dernier. Là, on vient de distribuer le mois de décembre. Là, voilà, ça y est, le jeu est fermé, tout le monde reprend ses jetons. Je ne sais pas ce qui va se passer sur le début de l'échéance janvier. La seule chose qu'on voit pour l'instant, et aujourd'hui, on a un nouveau record historique sur l'argent, c'est qu'on a des vendeurs à découvert qui continuent de se racheter. Voilà, ça c'est le seul truc qu'on a, mais c'est pas du tout fondamental. Sur l'argent. Sur l'argent métal, Ah oui. ouais. Ouais, ouais. D'accord. 67,10. Il y a des gens qui shortent Il y en a qui sont pris à la l'argent gorge avec le des bull run positions qu'on short. a depuis je sais pas quand, je Ah, pense, il y en a- le il y en a- contrôle de il y en a- Romain. il y en a qui sont pas sortis, ouais. Ils ont mis D'accord. ça valait 7 l'argent en Oui, 2020. oui, parce qu'on en parle depuis tellement. Mais Et à ce niveau-là, il y a des gens qui sont short sur l'argent. Il y a vraiment encore insister des sur gens la- qui sont short sur l'argent et on voit qu'il y a donc un marché spécial d'emprunt pour tenir et faire face aux appels de marge. Ce marché-là tourne à plein régime. Alors, je ne sais pas qui est vendeur à découvert. J'entends des rumeurs. Alors, je ne l'ai pas dit, mais enfin, ce que j'ai entendu, c'est par exemple Bank of America. Ils auraient encore les doigts coincés dans la porte. Et il y en a d'autres qui ont pas fait comme JP Morgan. JP Morgan a acheté 23 000 tonnes d'or. Il y en a qui, en face, les ont vendus alors qu'ils les ont pas. Bon. Voilà. Et les 23 000 Après, tonnes je d'or. sais pas, je suis pas trader, mais c'est vrai que on parle de l'argent. On a parlé de l'or, on a parlé des pressions en général tout au long de cette année pour expliquer qu'il y avait un bull run exceptionnel, enfin un momentum implacable. Implacable. On est d'accord, Romain? Ah oui, on avait fixé des cibles autour de 48 sur l'argent. Ouais. On est largement au-dessus, avec des extensions possibles qu'on avait indiquées, mais je m'attendais au moins à une pause. Effectivement, c'est pas le cas, ça continue. Donc on paye. Mais Ce là, qui on se a passe, envie c'est de qu'il y a- prendre des paris à la baisse désormais sur ces actifs-là. Alors, il y a un élément qui m'inquiète un peu sur l'argent, c'est qu'on en parle sur des grands médias. Je l'ai vu sur une grande chaîne de télévision française. Switcher de l'or à l'argent maintenant. Ouais, l'argent, le nouvel or, etc. Ça, c'est quand même le signe peut-être de la fin de quelque chose sur l'argent. Mais on parle moins du platinium, du palladium qu'on avait évoqué ensemble les fois précédentes. Le palladium, c'est quand même 20% de hausse depuis le mois de décembre, avec encore un potentiel aussi aux alentours de 1934. Donc ça se joue un peu en décalé. Il y a eu l'or qui a déclenché le premier, l'argent a suivi, et maintenant on pourrait passer à d'autres précieux. D'autres précieux. Alors il y a pas mal de choses à dire. La première, pour la période de marché effectivement creuse, on avait parlé au mois de novembre du fait que les boucles étaient fermées, qu'il y avait moins d'opérateurs, et donc ce marché de contre-pied, et de moins de prise de décision, effectivement. Il y a le fait qu'il se passe quand même des choses assez intéressantes sur certains secteurs, et effectivement liées aux matières premières. On voit des titres comme Freeport-McMoRan, donc sur le cuivre, qui repartent assez nettement à la hausse, et de façon harmonieuse. Il y a plusieurs titres. Le SCCO aussi, Southern Copper, qui repart aussi à la hausse. Donc il y a un secteur qui repaye. C'est-à-dire qu'au moment où on vend la tech, ça continue de ce côté-là. Rio Tinto aussi est en train de déborder des plus hauts historiques. Si on prend un ETF sur les ressources de base d'une façon générale, il est en train de déborder des niveaux de résistance. Ça est assez cohérent. Les métaux montent, les milliards montent. Ça donne une vision d'ensemble assez cohérente. Exactement. Donc il y a quelque chose qui se produit de ce côté-là. C'est pour ça que pour l'instant, même si on est un peu prudent sur l'année à venir, il y a quand même des histoires qui se mettent en place sur quelques titres et sur des secteurs assez bien identifiés. La hausse des précieux, elle est harmonieuse et puis elle est large. C'est-à-dire qu'il y a encore une fois pas un seul métal qui paye. Il y en a un qui pourrait rattraper peut-être, c'est le cuivre, qui est un petit peu en retard en termes de performance et qui a encore un potentiel intéressant. Il vaut aux alentours de 5,50 et j'ai des cibles qui sont situées autour de 7. Donc il y a encore peut-être un rattrapage de ce côté-là et on anticipe déjà du côté des minières. Donc il y a des choses qui se mettent en place sur d'autres secteurs. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. On voit aussi parmi les nouvelles positives des frémissements sur les titres en retard à Paris. Et c'est pour ça que je disais que peut-être en Europe, il y aurait quelque chose à faire. On voit des titres comme Téléperformance qui stabilisent ou qui tentent de rebondir. On voit des titres comme Worldline aussi. On voit des titres comme Eurofins Scientifique qui réagissent sur des niveaux de support. Et puis toujours le parcours haussier fort des bancaires, notamment de la Société Générale. Donc ça peut alimenter des mouvements de hausse, peut-être aussi sur une valeur comme LVMH. Donc il y a des choses qui sont positives et qui se mettent en place de ce côté-là. Maintenant, sur le pari des métaux, il y a un petit risque. C'est l'inflation.
Oui, alors justement, parce qu'avant qu'on parle de Paris, je voulais revenir quand même au taux. Je vous ai coupé, Philippe. Le sujet des taux, ça reste un sujet devant nous encore. Enfin, on est encore dedans dans cette question de savoir est-ce que les parties longues de courbe sont bien ajustées. La vol s'est quand même calmée ces derniers temps. Je mets le Japon de côté, mais la vol, c'est quand même calmé en cette fin d'année par rapport à ce qu'on a connu du move sur la première partie de l'année 2025. La première partie de l'année, elle est secouée par Donald Trump. Donc là, oui. effectivement, ça. Mais là, on est redevenu presque serein. Je vous assure. C'est ce que je dis, la vol sur les parties longues de courbe est vachement retombée. Il n'y a vraiment pas de quoi. Derrière cette sérénité, je vois une chose, c'est que les marchés sont absolument convaincus que, évidemment, les banquiers centraux n'ont pas pu ne pas voir ce que tout le monde peut voir avec un graphique, et qu'ils vont faire une déclaration à un moment qui va permettre de gagner 15 jours, 3 semaines, qui va peut-être permettre à certains opérateurs d'en sortir encore et de ne pas se faire prendre lorsque les choses vont vraiment mal tourner. C'est un peu ça mon interprétation, parce que c'est tellement évident que je me dis comment... ceux qui voient ça peuvent pas commencer à prendre des mesures ou chercher les issues de secours. C'est qu'on a dû leur dire, vous inquiétez pas, on a encore 2-3 trucs dans le chapeau, ça va pas sortir du triangle tout de suite, mais je pense qu'il y a des gens aujourd'hui qui cherchent vraiment à sortir. Et effectivement, une des portes de sortie, c'est d'aller vers des actifs concrets. Le cuivre, j'aime bien le ratio cuivre-or, puisque là, il est 2000. Il est de 1000, tout simplement. Hein. On a donc le lingot à 118 500 et vous avez le kilo de cuivre la tonne de cuivre à 11 800, donc le kilo à 11,80. Donc voilà, il y a un ratio 1000 entre le cuivre et l'or. Si l'or ressort au-delà de 4,4... Et gold silver, ça doit être assez tendu aussi, j'imagine. Alors le gold silver, il s'est drôlement comprimé. On était à 95 en février. 95 en février 2022, donc 95 onces d'argent pour une once d'or. Février 2022, on est à 65, voire même 64,5 aujourd'hui. Donc la compression, on se rapproche quand même de la moyenne historique des 60. Mais là, c'est qu'une moyenne. Donc, ça veut dire que 60, c'est un pivot. Qu'est-ce qui dit qu'on ne va pas aller à 50 ? J'en sais rien. Je ne connais pas l'ampleur des positions encore de vente à découvert à racheter et d'opérateurs qui sont aujourd'hui, je le pense, à l'agonie sur ce genre de spéculation qui a fonctionné 30 ans. Et donc, ça peut emmener l'once d'argent beaucoup plus haut encore Alors, moi, j'ai un objectif qui est 68,5. Je l'ai depuis très, très longtemps, mais je l'avais pour fin 2026. Je l'avais pas pour fin 2026. Tout va plus vite maintenant. Mais bien sûr. Bon, déjà, à 45, j'étais très content. Vous avez gagné un, non À 45, j'étais quand même assez content de mon pari sur l'argent cette année. Quand j'ai vu derrière 54, c'était un nouvel objectif. Je me dis, alors là, c'est vraiment très, très beau cette année. Et là, maintenant, à 67, il reste encore, je pense, environ 1,5. Mais c'est qu'un des objectifs. Qu'est-ce qui me dit qu'on ne va pas derrière à 95 ? Il y a un problème d'offre en plus. Oui. De disponibilité, oui. Mais pourquoi ça monte à ce point-là ? C'est ça qu'il faut peut-être apporter comme réponse. Qu'est-ce qui fait que ça monte à ce point-là ? C'est des marchés de momentum aussi. Oui, c'est les moments qui se mettent en place. Est-ce qu'il y a des contre-pieds Il y a des vendeurs à découvert. Voilà. Donc toi, tu penses que c'est ça ? Il n'y a pas de physique. Problème d'offre. Il y a pas de physique. Qu'il y a des petits vendeuses importants. Ils ont réussi à survivre après une telle hausse. Ça tourne, mais à un moment donné, il y a toujours quelqu'un qui va se dire c'est trop haut, je short. Bon, oui, ça peut arriver, mais moi, je suis surpris qu'il y ait quand même autant de vendeurs que ça. Oui. À ce point-là, je ne connais pas les PO, je ne regarde pas, mais ça ne donne pas envie. Parfois, si vous voulez, les marchés, en ce moment, il n'y a pas l'idée de se dire, par exemple, oui, c'est trop cher, je vais vendre. Non, on l'a pas, ça. On l'a sur le marché américain. Et je pense que cette idée de je vends les marchés américains parce que c'est trop cher, ça va bien finir par rebaisser. Alors, on a eu des replis extraordinaires. On est tombé à 4000 quand même, hein, parti à 4000 et quelques, 4006, là, quand il y a eu en avril les déclarations de Trump, et après c'est reparti comme une balle. Enfin bon. Mais on pourrait se dire, à tort, hein, peut-être, oui, il faut shorter. Mais sur des métaux, même sur l'or... Shorter contre la tendance ? Non, mais surtout, ça vaut combien ? Une société, on peut dire, elle doit valoir, allez,
15 fois les bénéfices, 20 fois, Alors, il je y a ne sais pas de combien. prix. Oui. Et voilà, l'or, Oui. voilà, comme le bitcoin ou autre chose, on donne la valeur à la Il y a limite. raison, c'est que l'or a c'est monté une valeur- concomitamment avec les actifs risqués. Il y a vraiment c'est des valeurs de un confiance. momentum d'actifs risqués et des actifs de En confiance tout cas, simultanés. Donc, Ouais. Une toute petite parenthèse. Si, aujourd'hui, on devait valoriser l'argent au même ratio que face à l'or en 2011, l'once d'argent aujourd'hui serait à 95 $. Voilà. Bon. C'est tout. Donc on a déjà vu des ratios or-argent qui font que l'argent était plus élevé qu'aujourd'hui. Mhm. C'est pas possible. Mais je pense que si les taux se mettent à grimper, là, ça sera une excellente excuse pour sortir les métaux Moi, j'ai précieux. l'impression que les gens sont encore assez short taux et short duration. Enfin, je pense que les gens, le marché n'est pas long duration aujourd'hui a priori, à acheter des taux longs. l'idée, en tout ce cas, hein. serait que les investisseurs sont trop optimistes sur les baisses de taux à venir. Puisque même, on parlait de la BCE tout à l'heure, Mais ça s'est bah, vachement l'idée, corrigé depuis c'est de se dire novembre. que la prochaine baisse, elle aura lieu en 2027. Quoi. Toutes les anticipations se sont vachement corrigées Voilà. depuis novembre. Hein. Donc, de ce côté-là, en Comment effet, il y a- vous voyez, Jean-Louis, il y a un le risque. profil 2026 là? Bah, justement, on voit pas grand-chose. Ah. Moi, je pense que en Europe, les marchés ont plus de chances de progresser qu'aux États-Unis. Mais c'est dans une... Et toujours avec les mêmes moteurs dans les large caps, c'est toujours les banques, c'est toujours la défense, Ah oui, toujours hein. ce genre de valeur-là qui continue. Non, mais il y a. Oui, bah, la défense. Je sais pas. Peut-être- Est-ce qu'on peut voir le si à la luxe paix- revenir? Est-ce qu'on peut voir la santé revenir? Est-ce qu'on peut voir les Oui, pétrolières ouais, revenir? ouais. Bah oui, mais vous me dites tout et tout. Non, mais, Ça, mais... non, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils achètent? Ils achètent de toute façon des indices, Ah, voilà, donc après, à l'intérieur de cela, il y a en effet des intérêts extrêmement divergents, parfois oui, violents. bah, acheter des indices. Moi, ça m'intéresse de savoir comment la hausse se fait. Après, ils vont peut-être acheter des valeurs de rendement, comme il y a une époque. Les Bouygues, comme elle a bien progressé ces derniers temps. Mais sur le plan indiciel, vous dites qu'il y a plus de chances de voir l'Europe continuer de monter. Et puis, il y a peut-être aussi ce qui fait une grosse différence entre où on est allé sur la parité Eurodoll il y a quelque temps et 1,18 aujourd'hui, 1,17, 1,18, c'est que quand même l'euro, celui qui a investi en dollars, il a quand même perdu dans le change énormément d'argent, sauf 13%. l'américain, mais 13%. en Europe, on aurait perdu. Donc il faut y penser à cela dans la performance de l'année qui vient de s'écouler. sûr. Voilà, donc non, je pense que c'est-à-dire que le risque d'investir de l'argent sur les marchés financiers actions, par exemple, me paraît plus intéressant dans son rapport risque-bénéfice, Ah ouais. etc., sur l'Europe qu'aux États-Unis. Très clair. Aux États-Unis, c'est l'IA qui domine tout. Tout le monde est complètement perturbé par les valorisations. C'est la première fois dans l'histoire du monde que l'homme pourrait voir apparaître une intelligence supérieure à la sienne. Il est complètement paumé. Il se dit, mais où est-ce qu'on va? Et tout d'un coup, il délire peut-être sur le fait que tout va exploser dans le côté... on va gagner, il va y avoir des gains fabuleux, mais regardez ce qui se passe. C'est la Chine, elle avance à une vitesse extraordinaire. Ils sortent des produits en open source, alors qu'aux États-Unis, ils vendent des logiciels. À un moment donné, il va y avoir, je pense, un problème, quoi. Et la Chine avance très, très, très vite. D'abord, ils sont nombreux. Ils bossent énormément, beaucoup plus qu'en Europe et aux États-Unis même. Et donc, est-ce que les gagnants d'aujourd'hui seront les gagnants de demain? Sincèrement, il y a de quoi se En tout poser cas, la c'est question. un des enseignements de Pour l'année moi- 2025. La Chine n'est plus un simple challenger technologique, non, c'est c'est- un leader technologique. Bien sûr. Et certains font le pari que sont eux, à la fin, qui vont gagner la guerre de l'IA. Hein. Ah, il y aura peut-être on verra. deux mondes. Peut-être Mais- que tous les modèles ne seront pas Oui, mais étant- transfrontaliers, si vous voyez ce que je veux dire. Étant hein. donné les anticipations qui sont faites sur la rentabilité potentielle Ouais. future des boîtes américaines, parce que ça, c'est vraiment la grande question, c'est est-ce qu'ils vont arriver à rentabiliser ces investissements qui sont démentiels? Mhm. C'est pas évident. Donc, il y a de quoi avoir peur. Romain, profil de l'année 2026. Qu'est-ce qui peut se passer? J'ai déjà commencé un petit peu, je me suis emporté, mais oui, les minières, manifestement encore, des réactivations haussières qui se mettent en place et de façon harmonieuse sur pas mal de titres. Il y a un secteur aussi qui m'intéresse, c'est l'uranium. Et beaucoup de volatilité, mais il y a des titres comme
Energy Fuels, comme Cameco, qui sont moins connus chez nous, mais qui sont des titres qui ont extrêmement bien performé depuis le début de l'année. Et l'uranium, c'est un des moteurs pour alimenter de l'énergie bas carbone, de l'énergie disponible 24 heures sur 24. Et donc, évidemment, vous m'avez vu arriver sur l'intelligence artificielle. Donc ça peut être un des gros secteurs. Et il y a beaucoup de volatilité dessus depuis une quinzaine de jours à nouveau. Mais c'est un secteur qui avait pris, enfin sur des valeurs qui avaient pris plus de 100%, qui sont redescendues à 80% de hausse depuis le début de l'année, donc 30% de correction, et qui reviennent sur des niveaux d'entrée. Donc ça peut être, à mon avis, quelque chose à regarder, puisque on a déjà pas mal payé, pas mal anticipé ce qui pouvait se faire autour des valeurs tech. Pure IA, quoi. Pure IA. Ouais, je comprends. Donc il y a ça, à mon avis, regardez. Un secteur qui surperforme un peu en termes de force relative aux États-Unis, en Europe c'est moins flagrant, c'est la santé. Mais ce que je pense et ce qui se met en place depuis quelques temps, c'est qu'il y a beaucoup de stock picking à faire, à mon avis, et qu'on est en train d'avoir moins de logique sectorielle qu'on en avait auparavant. Et si il peut y avoir des mouvements haussiers, ils seront peut-être moins importants. C'est pour ça que les cibles que je vous donnais, par exemple, sur l'Eurostock, sont pas énormes, mais qu'à l'intérieur, il peut y avoir des paris qui soient assez On forts. a vu dans la santé, Novo, c'est un crash. Astra, ça a été une très bonne année pour AstraZeneca, par exemple, cette année. Exactement. Et comme on le voit, avec de la discrimination au sein de la tech IA, et des valeurs IA, etc. Donc c'est là où je pense qu'il va falloir faire vraiment de plus en plus du stock picking. C'est un peu ce qui s'est mis en place dans le courant de cette année, parce qu'on en parle depuis longtemps du stock picking et de sortir de cette logique indicielle. Quand on a un marché qui, à mon sens, est susceptible de caler, eh bien c'est sur de la discrimination, et c'est ce qui se met en place, qui va être plus intéressant. Donc on voit effectivement quelques valeurs qui se comportent pas mal. L'indice CAC Small a franchi un niveau de résistance après une longue pause à nouveau. Donc il y a peut-être des choses aussi à faire de ce côté-là. Je vois des titres comme Alten qui repartent sur des niveaux de support qui sont intéressants. Il y a Emeis qui aussi donne des configurations qui sont à surveiller. Sur des excès, et peut-être on pourrait regarder du côté de Rémi Cointreau, qui commence à être un peu, qui devient intéressant graphiquement, même si c'est pas encore avéré. Alten, c'est plus franc, par exemple. Mais donc il y a des choses à regarder. Il peut y avoir des paris intéressants de ce côté-là. SS2I, IT Services, vu comme des perdants de l'IA, Food and Beverage, tout ce qui est Quality Growth, Pernod Ricard est trop plus bas aussi, je crois. Enfin, voilà, plus bas. Et à la fin, des valeurs, on s'en souvient tous, et vous plus que moi encore, mais qui ont été les darlings du marché pendant 10 ans. Quoi. Exactement. Tant que les Chinois achetaient. Tant que les Chinois achetaient. Et effectivement, des bougies qui ressemblent à celles du point bas du S&P du mois d'avril dernier, c'est-à-dire un grand marteau en bas de marché, un petit corps et une grande mèche basse. Il y en a eu une le mois dernier sur Pernod Ricard. Donc, c'est pas fait. Une bougie ne fait pas la tendance, mais une bougie mensuelle, c'est un signal un peu plus important. Donc, il peut y avoir des choses qui se mettent en place, encore une fois, de ce côté-là, stock picking. Vous dites, tant que les Chinois achetaient, ça m'intéresse. Enfin, ça veut dire qu'il y ait des rebonds dans le luxe, c'est une chose. Revenir à la valorisation, aux valorisations que le marché a pu conférer à ce secteur-là, avec à la fois la période de taux bas, voire négatif, et la puissance du marché chinois et d'entraînement du marché chinois, vous dites, à cette époque-là, elle est définitivement révolue. Oui, on a tracé des courbes, on les a extrapolées jusqu'en 2030, et puis on voit que déjà en 2022-2023... les prévisions et la réalité commençaient déjà à Est-ce qu'on va voir quand même ces valeurs revenir? Est-ce qu'il peut y avoir ce mouvement d'un peu de luxe, food and beverage, santé? L'Europe a été portée, encore une fois, par banque et défense. Je veux dire que c'est des valeurs, vraiment le food and beverage, c'est vraiment les valeurs typiques lorsque le marché, d'un seul coup, prend peur. C'est comme des valeurs qui sont... qu'on achète un petit peu par défaut, pas pour leur rendement, mais c'est simplement parce que la thématique, ça paraît pas si mal. Maintenant, il manque là, pour soutenir des Pernod, etc., des Diageo, il manque la clientèle russe, il manque la clientèle chinoise, il manque maintenant aussi en partie la clientèle américaine. Ça fait quand même beaucoup, tout ça en même temps. Ils ont fait des campagnes là récemment, justement, Rémi Martin, etc., pour relancer le cognac. Maintenant, il faut voir quelle qualité. Marketing repartent. Ouais, je peux vous dire, ceux qui relancent un cognac qui est absolument excellent, c'est les Géorgiens. Et ils sont très, très bien placés, bien sûr, auprès de la Russie. Et ils sont très bien placés auprès de la Chine. Les Chinois peuvent rentrer également en Géorgie sans aucun visa. Donc, il y a beaucoup de pays qui misent sur le touriste chinois, mais pas nous.
Le cognac géorgien, ok. Il est très très bon, je vous assure. Voilà, Et pas il s'appelle super. cognac, non? Non, Ils n'ont pas le droit, mais le produit est exactement le même. Chimiquement, c'est à peu près équivalent. je voulais dire un mot, c'est un autre cognac, le pétrole, parce que ça fait partie des rares actifs qui n'ont pas performé cette année. Il y a eu le Bitcoin, enfin la cryptosphère, et puis dans les matières premières au sens très large, les précieux ont cartonné, bien sûr, mais l'énergie et le pétrole, notamment, subissent une perte de l'ordre de 20%. Mais ça intéresse pourtant du monde, le pétrole, je Bah, vous l'assure. Trump a déclaré hier « We want our petroleum ». Donc, il a dit aux Vénézuéliens « Rendez-nous notre pétrole ». Ils l'ont nationalisé, je ne sais plus, il y a peut-être 40 ans. Bah oui. Donc, voilà, les États-Unis, ils en veulent. Je trouve que le niveau aujourd'hui du baril, on est là aussi, par contre, sur un momentum qui est négatif. C'est vraiment très à la mode de dire je balance ça. En plus de ça, la transition énergétique, c'est vraiment pas du tout dans la thématique. Attention, en dessous de 56 $, il n'y a plus beaucoup de producteurs de shale oil américains qui soient rentables. L'Arabie Saoudite a un coût du maintien de la paix sociale qui est colossal. Et en dessous de 80 $ le baril, il commence à devenir inconfortable en termes de grands équilibres budgétaires. Voilà. Puis bien sûr, alors, Poutine, voilà, ça lui fait moins d'argent, c'est bien fait. Mais le pétrole, il va probablement encore baisser un peu, parce que le momentum, il est ce qu'il est. Mais à 3-4% près, je pense qu'on ne fait pas une grosse erreur en commençant à s'intéresser à la thématique. Et je noterai quand même que des ENI, Total Énergie, Devon, Occidental Petroleum, regardez la résilience de ces entreprises par rapport, et donc la déconnexion par rapport au prix du sous-jacent. Vous parliez de l'euro-dollar tout à l'heure, Jean-Louis, effectivement. Donc après le parcours de l'année, là, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on arrive à au moins un équilibre qui peut tenir quelques temps, quoi? Ah bon, on est même sorti par le haut, c'est haussier. Bon, là, on s'éloigne. Mais est-ce qu'on va à 1,25 en 2026 Ah ben là, quelles sont les perspectives sur les taux américains, les perspectives sur les taux européens? Donc, on verra au fur et à mesure. A priori, les taux américains devraient baisser plus vite que les taux américains devraient baisser plus vite. Là, Trump fait tout ce qu'il faut pour essayer de les faire baisser. Donc on pourrait continuer à avoir l'euro qui surperforme. Après, il y a des économistes qui nous parlent de 1,20, 1,25. Sur le plan technique, c'est haussier, c'est tout ce qu'on peut dire. Fixer des objectifs, on peut reprendre les précédents points hauts. Oui, alors en effet, on va arriver sur des 1,20, 1,25. Quand les économistes commencent à prendre en considération des points techniques, ça me fait toujours un peu peur. Ça veut dire qu'ils n'ont plus les arguments pour expliquer pourquoi ça monte, par exemple. Donc ça, il faut s'en souvenir. Pour moi, la rupture, la première, ça va être un 13,90. Donc, c'est un peu loin maintenant, peut-être, pour certains, mais encore pas tant que ça. Peut-être qu'on pourra remonter ce niveau de neutralisation vers, encore une fois, précédemment, c'était un 15,50, ou d'ailleurs, on est resté dans une phase de neutralisation, comme ça, sans aucune tendance, un peu comme sur le CAC 40 ou les marchés européens en ce moment, où il n'y a pas de direction. On peut dire que le mouvement est haussier non infirmé, mais sans plus, puisqu'on fait du surplace. Donc, ouais, l'euro-dollar reste haussier avec... Alors, sur le pétrole, quand même, on est en double appui. Sur le plan technique, là, on est en double appui. Alors, en effet, je suis d'accord avec Philippe. Probablement que c'est une zone plus d'achat que de vente. Et il faut penser qu'il y a des forces de rappel qui peuvent survenir, qui sont plutôt dans le sens d'un rebond du pétrole. Bon, un mot pour finir des émergents peut-être et de la Chine spécifiquement. Parler de la révélation en début d'année avec DeepSeek que la Chine était aussi un leader technologique, peut-être rival ou à l'égal des États-Unis aujourd'hui. Et puis, ça a été le retour des actions chinoises comme étant à nouveau investissables. Oui, effectivement. Et pourtant, le signal est un peu mitigé pour l'instant. Je m'attendais à du mieux de ce côté-là, mais ça fait partie aussi des paris qu'on peut faire pour l'année à venir. À mon avis, plus de ce côté-là, si on veut travailler sur la tech. Baidu tient plutôt bien. Alibaba, ça repart un peu aujourd'hui, mais c'est mitigé. Il est quand même sur des niveaux de support, autour du niveau de pivot. Et puis, si on regarde ce graphique d'un ETF sur
Amundi sur le PEA, de la Chine éligible au PEA, eh bien, on teste un niveau d'alerte, c'est 10,43, autour d'une ligne de coût importante. Alors, on peut graphiquement tester des niveaux comme ça pendant quelques temps, c'est pas jamais parfait, mais je m'attendais à ce que le rebond soit plus rapide. Donc, si on se réinstalle au-dessus qu'on arrive à préserver ces niveaux-là et à réaccélérer, ça pourrait repartir un peu. Et il y a un peu de mieux à court terme, donc c'est peut-être pourrait être la bonne surprise de fin début d'année. Retour d'intérêt sur les techs chinoises et puis sur la Chine qui devient effectivement à nouveau investissable, même si c'était moins le cas. Moi, je le vois toujours comme un élément de diversification parmi d'autres investissements. Merci beaucoup, messieurs. On s'arrêtera là pour ce soir et pour cette année 2025 avec vous, les 3 sorciers de Smart Bourse, chaque 3e vendredi du mois pour l'échéance. Nous sommes avec Romain Daubry, cofondateur de l'Atelier des Options, Jean-Louis Cussac, Perceval Finance Conseil, et Philippe Béchade, le rédacteur en chef de la Bourse au quotidien et président des Éconoclastes.